Est-ce que quelqu'un vous a félicité aujourd'hui? Vous a dit que vous faites un bon boulot et vous a encouragé à persévérer? Est-ce que quelqu'un vous a remercié pour tout ce que vous avez fait cette semaine? Sinon, je veux le faire maintenant. On félicite tout le personnel médical qui est en première ligne dans la lutte contre le Covid-19 et qui œuvre sans relâche pour sauver le maximum de personnes. On félicite toutes les personnes qui travaillent dans les services publics pour continuer à faire tourner le pays et protéger la population, ceux qui travaillent dans la sécurité, ceux qui travaillent dans les mairies ou dans les associations pour venir en aide aux personnes fragiles, les éboueurs qui ramassent nos déchets sans protection, etc., etc., les caissiers, les caissières qui nous permettent de nous ravitailler, toutes ces personnes qui se dévouent pour nous et qui font un travail incroyable et courageux. Mais ce soir, je voudrais féliciter tous ceux qui se sont retrouvés du jour au lendemain avec 2 boulots à mener de front. Leur travail habituel, en télétravail ou autre, et l'enseignement de leurs enfants. Vous êtes courageux et ce que vous accomplissez en ce moment est tout simplement incroyable. Bravo! Dans cette vidéo, je voudrais justement parler de stratégie pour concilier ces 2 responsabilités à la fois et pour arriver à jongler, c'est bien le mot, entre travail à domicile et école à la maison. Bonjour, je m'appelle Rebecca et j'enseigne mes enfants à la maison depuis plus de 10 ans. J'ai fait un master de recherche tout en ayant 4 enfants qui avaient moins de 5 ans. J'ai coécrit un livre alors que j'attendais mon 6e enfant en 9 ans et j'ai travaillé sur différents projets à différents moments dans les dernières années. Donc j'ai une toute petite idée de ce que c'est que d'être actif sur plusieurs fronts. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces pour arriver à bosser sans pour autant négliger votre ou vos enfants. Je sais qu'il n'y a aucune solution facile et que les circonstances de chacun sont différentes selon votre configuration professionnelle et familiale, mais j'espère qu'une ou 2 stratégies pourront vous donner des idées. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais insister sur 2 choses. La première, c'est que vous n'allez pas gâcher la scolarité de vos enfants. Leur avenir n'est pas mis en péril à cause de 6 semaines d'enseignement en dehors du contexte scolaire. Ils vont continuer à progresser à leur rythme, ils vont forcément apprendre plein de choses et pas que des compétences scolaires pendant cette crise que nous vivons, et cela va les rendre plus forts pour leur vie d'adulte. Si toutefois nous saisissons cette occasion pour les guider et leur donner un exemple de courage, de résilience, de calme et de confiance, et non de panique dans cette tempête. La deuxième chose, c'est que vous n'êtes pas les premiers à travailler à la maison tout en ayant vos enfants également à la maison. Parmi les familles qui pratiquent l'instruction en famille dans le monde entier, il y a des dizaines, voire centaines de milliers dont les 2 parents travaillent à plein temps et s'organisent pour assurer l'instruction de leurs enfants. Parfois en travaillant à domicile, parfois en se relayant, et de nombreux parents isolés ont aussi fait le choix du homeschooling, en trouvant des solutions créatives pour nourrir leur famille et instruire leurs enfants. Si d'autres l'ont fait avec succès, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas non plus. Je fais juste une pause pour vous inviter à décrire plus bas dans les commentaires votre situation actuelle. Est-ce que vous continuez à aller travailler à l'extérieur? Est-ce que vous êtes en chômage technique ou en congé? Est-ce que vous faites du télétravail? Combien avez-vous d'enfants? Qui s'occupe de suivre leur travail scolaire en ce moment? Merci de nous le partager dans les commentaires plus bas. Alors, concrètement, comment faire? La première chose, c'est que nous avons besoin, tous, d'ajuster nos attentes. Qu'allons-nous réalistiquement pouvoir accomplir? Quelles sont les choses non essentielles qu'on peut laisser de côté pour le moment? Ajuster nos attentes va nous aider à prévenir la frustration. Si nos objectifs sont atteignables, alors on aura davantage de chances d'y arriver. Peut-être faut-il rappeler à votre employeur que vous avez également votre ou vos enfants dont il vous faut vous occuper et que vous faites de votre mieux. Ajuster nos attentes, c'est aussi expliquer les choses à nos enfants pour qu'ils comprennent qu'on a du travail à accomplir, qu'on n'est pas en vacances et qu'on ne peut pas passer toute la journée à jouer avec eux. Un petit détail qui paraîtra peut-être évident à certains, c'est de s'habiller et de se préparer le matin pour travailler au lieu de paresser en pyjama. Lorsque mes filles pré-ados ont dit à leurs copines de danse qu'elles faisaient l'école à la maison, ces dernières ont répondu « Oh mais c'est génial, vous pouvez rester en pyjama toute la journée. » Non, on s'habille le matin comme tout le monde, car l'école à la maison n'est synonyme ni de paresse ni de vacances éternelles. Bien qu'on puisse tout à fait apprendre un pyjama, c'est plus un état d'esprit. On est frais, on est d'attaque et on va être productif avec nos journées. Ajuster ses attentes, c'est aussi comprendre que vous n'êtes pas obligé d'occuper ou d'amuser vos enfants toute la journée.
Ils peuvent apprendre à s'occuper seuls pour des temps définis. Ils peuvent travailler sur certaines choses de manière indépendante, comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur la gestion du temps. Même pour un tout petit, on peut réfléchir en amont à des activités qui vont l'occuper. En le changeant de lieu et d'activité régulièrement, on peut gagner du temps pour travailler tout en le surveillant bien sûr. Par exemple, 15 minutes dans la chaise haute avec des crayons, 15 minutes dans son parc avec des jouets qu'il n'a pas vus depuis longtemps, 15 minutes sur le tapis avec des livres et ainsi de suite. Un jeune enfant peut être absorbé par un nouvel objet, qui n'a pas besoin d'être un jouet d'ailleurs, et la nouveauté l'intrigue beaucoup, alors profitez-en. Dans ma vidéo sur la gestion du temps, je parlais aussi de mettre en place des créneaux horaires. Délimiter et définir ces blocs de temps aidera tout le monde à être productif et non frustré les uns envers les autres. C'est aussi cela, ajuster nos attentes. Cela demande un peu de réflexion de notre part pour faire une liste des manières que les enfants peuvent s'occuper seuls. Sans abuser d'écran, ils peuvent être mis à profit si on compile par exemple une liste de chaînes YouTube éducatives ou d'applications permettant de réviser telle ou telle compétence. Voir de nouveau ma vidéo sur la gestion du temps. Leur donner un défi, par exemple un puzzle de 1000 pièces à terminer dans une semaine ou un défi de lecture, ils peuvent travailler là-dessus de façon indépendante et cela tiendra leur esprit occupé. La troisième chose que nous pouvons faire, c'est tenir 2 listes de choses à faire pour le boulot ou pour tout autre projet sur lequel on travaille. Une première liste, qui va être la plus longue, va comporter uniquement des tâches qui peuvent être accomplies en 5 minutes maximum. Ces mini-tâches qui ne nécessitent pas un gros effort mental, comme passer un coup de fil, envoyer un email, etc. Je peux les faire dès qu'il y a un petit trou dans ma journée, et ainsi il n'y a pas de temps perdu. Toutes ces mini-tâches accomplies font une grosse différence à la fin de la journée. L'autre liste, elle, doit rester courte. Elle va comporter 1 à 3 choses que vous voulez absolument accomplir dans votre journée. Ce sont vos priorités pour le travail, ce sont les tâches qui sont les plus pressantes et qui auront le plus d'impact. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, quand il y a quelque chose que je dois accomplir et qui va me demander un certain effort de concentration et de temps, j'ai tendance à le remettre à plus tard. Je le ferai demain. Mais la conséquence de cette procrastination, c'est que j'ai comme un gros nuage noir au-dessus de ma tête qui me plombe et je n'ai pas l'esprit libre pour tout le reste. J'ai cette conscience qu'il y a quelque chose que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait. J'ai l'impression désagréable d'oublier quelque chose. Je suis distraite et stressée même si je ne sais dire exactement pourquoi. Mais quand j'arrive à identifier cette tâche prioritaire et que je m'en occupe, c'est l'inverse qui se produit. J'ai le sentiment d'être productive, d'avoir avancé et d'avoir accompli au moins une chose dans ma journée. Je peux jouer avec mes enfants ou lire une histoire à un de mes enfants sans avoir ce sentiment de culpabilité. Et du coup, j'ai aussi la satisfaction de passer du temps avec eux. Une autre stratégie qui peut sembler contradictoire avec la précédente, mais qui ne l'est pas vraiment, c'est d'accorder d'abord de l'attention à votre ou vos enfants et puis ensuite leur expliquer que maintenant vous avez besoin de calme pour travailler et qu'il ne faut pas vous interrompre. Personnellement, j'ai souvent travaillé avant le réveil de mes enfants et ensuite je me consacre à eux. Si j'ai pris le temps avec eux, c'est plus facile pour eux de comprendre qu'après le repas de midi, j'ai besoin qu'ils respectent le temps calme, qu'ils ne me dérangent pas. Je leur ai accordé mon attention, leur réservoir affectif a été rempli et ils peuvent comprendre ensuite que jusqu'à une certaine heure, il faut me laisser bosser. Souvent, cela marche mieux que de leur dire « Après que j'ai fini telle ou telle chose, je viendrai jouer avec toi ou je t'aiderai sur ce devoir. » Car le problème, c'est qu'ils vont venir demander toutes les 5 minutes si on a fini et qu'on ne va pas être aussi efficace si notre concentration est interrompue sans cesse. C'est frustrant pour nous et si on est agacé, cela n'aide pas non plus nos relations. Alors que si on s'est d'abord occupé d'eux, ils auront plus de facilité à comprendre que maintenant, il faut s'occuper tout seul. L'usage de minuteurs sur le téléphone ou autre peut alors être très utile, car c'est comme une sorte de transfert d'autorité. Quand le minuteur sonne, on sait que c'est fini. Ce n'est plus le moment de jouer à la dinette ou de réciter la leçon d'histoire. Chacun va aller travailler de son côté. D'un autre côté, le minuteur ou l'horloge peuvent servir de repère temporel visuel pour les enfants lorsque vous avez besoin d'accomplir quelque chose. Si vous leur dites « J'ai une téléconférence qui va prendre 1 heure et j'ai besoin de silence pendant ce temps », les enfants auront beaucoup plus de facilité à le respecter que si vous vous attendez à ce qu'ils comprennent tout seuls. Il faut leur expliquer ce dont on a besoin et ce qu'on attend d'eux et en général, ils seront beaucoup plus coopératifs. Encore une fois, il s'agit de communiquer nos attentes plutôt que de s'énerver après coup. Je reconnais qu'il n'y a pas de solution facile, mais nous pouvons, selon nos circonstances, mettre en place un cadre qui réponde aux besoins de chacun. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires pour que d'autres puissent en profiter.
Et si cette vidéo vous a plu et donné des idées, alors mettez un pouce bleu et partagez-la pour que d'autres parents puissent aussi être encouragés. J'ai plein d'autres vidéos en préparation sur la motivation, sur les relations entre frères et sœurs, sur l'aménagement des espaces d'études, sur les repas et l'entretien de la maison, sur la gestion du stress et plus encore. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo sur la thématique de l'école à la maison, pour nous aider tous à aimer apprendre et apprendre à aimer. À très bientôt!